Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network où nous nous connectons avec les décideurs pour aller au cœur d'un sujet. Ils ont chacun 25 secondes maximum pour répondre à une question. Voyons tout de suite quel est le sujet du jour. C'est un symbole de la réconciliation de l'après-guerre, un Parlement européen construit le long de la frontière entre deux anciens ennemis qui se sont fait plusieurs fois la guerre, provoquant la mort de millions de personnes. D'un côté l'Allemagne qui abrite la Banque Centrale Européenne à Francfort, de l'autre la France qui a sur son sol le Parlement à Strasbourg. La situation géographique de cette assemblée a aussi un coût, plus de 200 millions d'euros par an pour les infrastructures et le transport de plus de 700 eurodéputés, de milliers de fonctionnaires européens et de plusieurs tonnes de matériel de Bruxelles jusqu'à Strasbourg. En ces temps de restrictions budgétaires, les appels à fermer le Parlement de Strasbourg se multiplient. Selon le gouvernement français, le site a été sanctuarisé par les traités européens. Certains craignent qu'un toilettage des traités rouvre la boîte de Pandore et relance le débat sur qui abrite telle institution et pourquoi. D'autres estiment que la fermeture de Strasbourg serait un geste symbolique de solidarité envers ceux qui souffrent des coupes budgétaires et permettrait aux citoyens de se réconcilier avec une union souvent critiquée pour ses gaspillages supposés. Nous sommes à présent avec Rainer Wieland, vice-président du Parlement européen et membre du groupe PPE. Il est partisan du maintien du Parlement à Strasbourg. Edward Macmillan Scott, également vice-président du Parlement européen, membre du groupe des libéraux-démocrates et coprésident de la campagne en faveur d'un siège unique du Parlement à Bruxelles. Nous sommes aussi avec Jonathan Izabi à Londres, directeur politique de l'Alliance des contribuables, favorable également à un Parlement uniquement à Bruxelles. Commençons par une question pour Rainer. Est-ce que le Parlement de Strasbourg doit fermer? Est-ce que ça ne pourrait pas être un geste de solidarité? Pour moi, c'est une question de réalisme politique. Comme cela a été montré dans le film, le polycentrisme de l'Europe fait partie de son histoire. Et si nous changeons cela, il faut le faire en conformité avec les règles qui exigent l'unanimité sur ces questions. Edward, qu'en pensez-vous? Je pense que le Parlement doit pouvoir choisir où et quand il tient ses sessions, comme le font les parlements nationaux. Par exemple, Rainer, qui est allemand, sait que le Bundestag et le Bundesrat ont quitté Bonn à leur propre demande pour aller à Berlin. Bruxelles est la ville du Parlement européen. C'est là où la plupart de nos activités ont lieu, où se trouve le siège de la Commission, le haut représentant pour la politique étrangère, le Conseil des ministres. Tous les personnages clés de l'Union sont là. Jonathan, quel est votre avis? Eh bien, Rainer parle de réalité politique. Je pense que les eurodéputés doivent aussi coller aux réalités économiques. Ces déplacements incessants entre Bruxelles et Strasbourg coûtent plus de 200 millions d'euros par an. Le Parlement européen devrait suivre la voie tracée par les gouvernements et s'engager dans des mesures d'économie. Et déplacer le siège du Parlement à Bruxelles est le meilleur moyen d'économiser de l'argent rapidement. D'accord, mais Jonathan, je me permets de reprendre ce que vous avez dit parce que beaucoup de gens estiment que le récent rapport sur le coût financier et écologique des deux villes du Parlement européen noircit volontairement le tableau. Qu'en pensez-vous, Rainer? J'estime que le Parlement doit pouvoir décider lui-même de ses méthodes de travail et que les réalités économiques doivent aussi être prises en compte. Par exemple, le contribuable allemand ne comprend pas pourquoi la Grande-Bretagne bénéficie toujours du fameux rabais qui lui a été octroyé au début des années 80. Edward, que pensez-vous de cette critique selon laquelle le coût lié à la double localisation du Parlement est exagéré et que ces reproches sont formulés par des eurosceptiques?
Je ne suis certainement pas eurosceptique, je suis pro-européen et c'est à ce titre que je souhaite que le Parlement, le cœur démocratique de l'Union européenne, travaille plus efficacement et à moindre coût. Et je ne me fie pas aux chiffres avancés, car il n'y a pas eu d'examen sérieux de ces coûts liés aux 3 lieux du Parlement. Je dis bien 3, car nous avons aussi le personnel administratif qui travaille à Luxembourg depuis 2002. Jonathan, est-ce que la diversité géographique de l'Europe ne doit pas se retrouver dans la répartition territoriale des institutions? N'est-ce pas un moyen d'éviter ce que certains redoutent, c'est-à-dire un super-État centralisé à Bruxelles? Si vous poussez ce raisonnement jusqu'au bout, vous arrivez à la conclusion qu'il faudrait que le Parlement se réunisse 2 semaines par an dans chacun des 27 pays de l'Union européenne. Ce qui serait ridicule, non? Le Parlement doit travailler efficacement et un siège unique serait un bon début. Bien sûr, les bureaux à Luxembourg devraient aussi être transférés à Bruxelles. Et il y a encore bien d'autres choses que le Parlement devrait faire. Rainer, qu'est-ce que vous pensez de cet argument de la diversité géographique? Vous y adhérez? Le Parlement doit pouvoir décider de tout cela. Où et quand il siège, dans quel bâtiment, mais aussi de bien d'autres questions, l'immunité, les salaires. Si le Parlement européen obtient le droit de décider de tout cela, alors je serai prêt à ouvrir la discussion. D'accord, mais que pensez-vous de cet argument selon lequel si on veut fermer Strasbourg, il faut renégocier les traités? Est-ce qu'on ne risque pas de rouvrir la boîte de Pandore, Jonathan? Non, si les gouvernements doivent renégocier les traités pour cela, alors qu'ils le fassent maintenant, parce que ces gouvernements sont ceux qui ont pour mission de faire des économies. Et s'ils doivent donner une direction au Parlement pour un changement des traités, alors qu'ils agissent maintenant. Il y a sûrement d'autres choses à modifier dans les traités, mais ce sera pour plus tard. Edward, pensez-vous qu'il faille renégocier les traités? N'est-ce pas là un champ de mine? Pas nécessairement. Le paradoxe, c'est que le Parlement européen a maintenant le pouvoir de décider avec les ministres sur presque tous les sujets, sauf celui-là, où et quand il se réunit. Mais nous pouvons proposer des changements au traité. Ce travail est en cours. Donc nous dirons au gouvernement qui nous oblige à aller à Strasbourg que c'est de leur faute si nous dépensons 200 millions d'euros par an. C'est à eux de prendre la décision. La majorité des eurodéputés est maintenant favorable à un siège unique. Et cette idée de moteur franco-allemand, Strasbourg n'est-il pas un beau symbole du moteur franco-allemand, et la fermeture de Strasbourg remettrait-elle cette relation spéciale en question? Qu'en pensez-vous, Edward? Il y a une nouvelle génération maintenant. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'est un peu du passé. Le plus important maintenant, c'est de donner un nouvel élan à l'Europe. Jonathan, qu'en pensez-vous? En matière de symbole, le fait d'avoir 2 sièges pour le Parlement symbolise bien la manière dont l'Union en général est capable de gaspiller des millions et des milliards d'euros provenant de la poche des contribuables qui supportent de moins en moins d'avoir à payer pour ces déplacements incessants. D'accord, je reviens vers vous, Rainer, et je vous laisse le dernier mot. Que pensez-vous du moteur franco-allemand? Est-ce qu'il pourrait être remis en cause si on ferme le siège strasbourgeois du Parlement? Ce n'est pas seulement un symbole franco-allemand, c'est un symbole européen. Et quand le Conseil de l'Europe s'est installé à Strasbourg, c'était une proposition d'un ministre britannique des Affaires étrangères. Si vous montez au sommet du bâtiment à Strasbourg, vous apercevez le Rhin, où des armées se sont affrontées à plusieurs reprises dans le sang de part et d'autre. À présent, nous souhaitons écrire l'histoire d'une autre manière. Rainer, combien de personnes se soucient de cela aujourd'hui? Ne pensez-vous pas que nous devrions plutôt trouver des justifications actuelles à la pertinence de ce moteur? Nous rappelons trop rarement l'histoire. Nous recherchons toujours de nouvelles raisons de rester unis. Mais souvenons-nous des efforts pour parvenir à la paix qui durent maintenant depuis plus de 65 ans sur ce continent. Cela vaut la peine de le redire. Même si cette histoire paraît déjà ancienne, c'est très actuel en fait.
Rainer, merci beaucoup, merci à vous tous. Le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci à nos invités Rainer Wieland, Edward Macmillan Scott et Jonathan Iseby. Je suis Chris Burns et je vous dis à bientôt dans The Network.